Les enfants de la rue ou les enfants en situation de rue sont une des grosses tristes réalités de notre société. Entre insécurité, pauvreté et misère, ces enfants affrontent un quotidien dont les rudes réalités sont bien au-dessus de leur jeune âge. Violence, exploitation, abus, maladies et j'en passe. Ces enfants ont pourtant des géniteurs, donc une cellule familiale. Comment alors expliquer qu'ils vivent dans la rue loin des siens? Qui des parents et de la société en est responsable? Bienvenue à Expression, la tribune des grandes questions de société sur Lumière du Monde Télévision autour d'un sujet de réflexion, les enfants en situation de rue, solutions et responsabilités de la société. On en parle sur votre plateau de Expression avec 4 panélistes que je m'en vais maintenant vous présenter. Abou Léonel, bonjour. Bonjour monsieur. Spécialiste en droit de l'enfant et de la femme au CNDH, qui est le Conseil national des droits de l'homme. C'est bien cela? C'est bien cela. Voilà, merci infiniment d'être là. Et nous profitons pour dire nos salutations au procureur Hassan Diané, secrétaire général du Conseil national des droits de l'homme, qui nous a facilité, bien entendu, notre démarche au sein de ce conseil. Merci infiniment à toute l'équipe. Isaura Ribeiro, je prononce bien? Oui. Voilà, bonjour. Bonjour. Merci d'être là, missionnaire à l'ONG MAR, Côte d'Ivoire, Centre chrétien de réhabilitation des marginaux. Vous êtes installé en Côte d'Ivoire depuis 1996. Oui, c'est ça. Et pour la petite histoire, vous avez commencé au Burkina Faso? Oui, oui. Ensuite, et après au Ghana, et après j'ai été affecté ici. Ici. Merci infiniment. Docteur Yoboué Kamenan, j'y suis. Oui. Sociologue, consultant en gouvernance participative, désormais un habitué de la maison, on va dire. Oui. Merci d'être là, merci infiniment. Merci. Maëni Kouléon, bonjour. Bonjour monsieur. Ancien enfant en situation de rue, aujourd'hui chef d'entreprise. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Vous avez un témoignage qui pourra naturellement sensibiliser ces jeunes qui nous suivent ce matin sur Lumière du Monde Télévision. Vous êtes passé de la rue à chef d'entreprise. C'est vraiment un grand témoignage. Merci d'être là. Nous serons en direct du Gabon pour échanger autour de la question de cette émission avec Madame Bettina Assassa, fondatrice présidente de l'ONG La Main sur le Cœur, une organisation qui apporte assistance aux enfants de la rue et aux enfants en difficulté au Gabon. Nous serons également au Cameroun pour échanger avec une actrice de la société civile, l'évangéliste Gladys Moulot, fondatrice de l'ONG Charity History for Christ, dont les activités ont pour cible les enfants de la rue et les enfants en difficulté au Cameroun. Avant d'ouvrir nos échanges, je vous propose de suivre cet élément, ce sujet de la rédaction de Lumière du Monde Télévision qui nous plante le décor des enfants en situation de rue dans le monde. Décor triste qui appelle très souvent à notre humanisme, mais aussi à nous questionner sur la vie de cette innocente communauté dont l'appellation varie d'une législation à une autre. Les enfants en situation de rue, les enfants de la rue, les enfants des rues et sans-abri. Bref, toutes ces étiquettes désignent le même fléau, la même mélancolie de ces enfants dont la vie dépend de la rue, soit pour leur substance, soit comme leur lieu de vie. Ils vivent et travaillent dans la rue, seuls ou avec des pères, et sont souvent confrontés à la violence, à l'exploitation et au manque d'accès aux services essentiels. Selon les Nations Unies, le nombre d'enfants vivant dans les rues à travers le monde est estimé à plus de 150 millions. Cette situation est un problème mondial avec une grande diversité de réalités pour ces enfants, fort de nombreuses raisons, principalement la pauvreté, les guerres, les violences, la maltraitance antérieure, l'exploitation, le désespoir et surtout la démission parentale. Quelle solution pour ces enfants et quelle est la responsabilité de la société face à ce fléau de plus en plus grandissant et inquiétant pour les années à venir? Le plateau de Expression en parle sur Lumière du Monde Télévision. Merci à cet élément de la rédaction de Lumière du Monde Télévision. Alors, sur notre plateau, nous revenons. Les enfants en situation de rue, c'est ainsi qu'on les appelle en Côte d'Ivoire.
comment la juridiction, la législation ivoirienne définit-elle ces enfants? Abou Lionel. Merci, monsieur, pour la parole. Avant tout propos, j'aimerais remercier Madame la Présidente du CNDH qui a bien voulu nous désigner pour participer à ce débat. Ensuite, vous avez dit 2 thèmes, législation, juridiction, mais le thème approprié, c'est législation déjà. Et pour répondre à la question, en Côte d'Ivoire, comment on appelle ces enfants-là? Alors, il faudrait savoir que la législation ivoirienne ne donne pas une définition stricte du thème enfants en situation de rue, mais les reconnaît comme des enfants en situation de vulnérabilité, des enfants en danger, donc protégés par le Code de l'enfant, par les politiques publiques et par les instruments internationaux ratifiés par l'État de Côte d'Ivoire, dont la principale est la Convention relative aux droits de l'enfant des Nations Unies pour les Nations Unies et la Charte africaine des droits de l'homme, la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant pour l'Afrique. Merci. Alors, j'aimerais revenir sur la question, plus précisément, la législation ivoirienne entre enfants de la rue, enfants en situation de rue, enfants de la rue sans abri, quel est le lexique ou alors l'appellation appropriée? Alors, en Côte d'Ivoire, la terminologie appropriée est enfant en situation de rue. Okay. Pourquoi? Je m'explique. D'abord, la terminologie enfant en situation de rue respecte la dignité de l'enfant. Ensuite, cette situation, ces enfants dans la situation de rue ne sont pas une identité. Quand on dit enfant sans abri, c'est une identité qu'on donne à l'enfant. Ou lorsqu'on dit enfant de la rue, c'est une étiquette qu'on colle à l'enfant. Donc, ce thème enfant en situation de la rue désigne une situation et non une identité ou une étiquette pour l'enfant. D'accord. C'est donc marginalisant de dire enfant de la rue. De la rue ou encore enfant sans abri. Sans abri. C'est une étiquette, c'est une identité qu'on les colle. Merci. Docteur Yoboué, sociologue, quelle approche sociologique faites-vous de la définition de ces enfants? Oui, merci, monsieur Colbert. L'une des choses que je voudrais souligner avant de donner la définition sociologique, c'est qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, lorsqu'on analyse ce phénomène-là, si vous remarquez bien, les institutions désignent cette catégorie d'acteurs en fonction de l'objet de leur étude. Quand vous partez au ministère de la Justice, on vous dira par exemple les enfants en conflit avec la loi, parce que c'est la loi qui les intéresse. Ici, au ministère de la femme, de l'enfant, certainement, c'est l'enfant en situation de rue. Quand vous allez au ministère de l'Éducation, on dit l'enfant en processus d'insertion. Qu'est-ce qu'explique cette variation de terminologie? En fait, ça dépend de l'objet que chacun étudie pour pouvoir saisir et apporter des éléments de réponse. Vous voyez, quand vous partez au ministère des armées, on vous parlera d'insertion civique pour mettre l'accent sur le caractère des normes, des disciplines. Donc, en fonction de l'objet que les institutions utilisent, ces institutions approchent le phénomène en question. Maintenant, du point de vue sociologique, ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a 2 éléments qu'il faut prendre en compte dans la définition de ce concept-là. On dit enfant. Si je m'arrête au concept d'enfant en situation de rue, il y a le concept d'enfant et puis il y a le concept de rue. Quand vous remarquez bien, enfant du point de vue sociologique désigne une position, un statut social inscrit dans un système de relations marqué surtout par la parenté. Quand on parle d'enfant, ça signifie qu'il y a une position de père, de mère, de frère et sœur dans une cellule familiale qui a pour objet de faire en sorte que cet acteur-là soit capable de s'insérer dans la société avec des valeurs définies comme valeurs morales acceptable. Et à l'opposé, on voit ici la rue qui, de façon normative, se présente comme une voie de circulation dans un village, mais qui devient, dans le cas échéant, un espace d'abri, un espace de resocialisation. Parce que là, ils viennent pour vivre et ils acquièrent de nouvelles habitudes, ils ont une nouvelle façon de faire que la société définit comme étant délinquante. Si vous avez bien suivi votre reportage, j'ai vu une catégorie d'acteurs, parce que nous, les sociologues, on les considère comme des acteurs sociaux. Voilà, des acteurs sociaux. Donc cet acteur-là, il s'est approché d'une voiture et le monsieur a essayé de monter la vitre parce qu'il le voit comme étant une menace. Donc tous ceux qui sont dans cette catégorie sont perçus comme des menaces. Donc si vous êtes là-bas, on vous considère comme des délinquants. Donc on a deux approches. D'un côté, on a une cellule familiale
qui a pour objet de fabriquer des agents sociaux. Et d'un autre côté, on a une cellule familiale, un espace social qui produit des délinquants. Donc nous, si on veut définir, si on veut faire ce rapprochement, on dira que ce concept traduit le transfert d'une compétence normative en termes de resocialisation, d'éducation, à une compétence délinquante, socialement inacceptable. Donc, on pourra... D'accord. Alors, Maïni Kouléon, Oui. vous êtes un ancien enfant de la rue. Vous avez un grand témoignage que nous allons entendre tout à l'heure. Vous avez écouté la version de la législation ivoirienne parlant de l'approche des enfants en situation de rue. Vous avez également écouté l'approche sociologique de ces enfants. Vous qui avez vécu la rue, laquelle vous semble mieux représenter le vécu, le quotidien de ces enfants? Merci beaucoup déjà de me recevoir sur votre plateau. Et des deux approches, bon, je vais aller d'un français un peu terre à terre pour ceux qui nous écoutent, parce que notre cible, elle ne peut pas comprendre tout ce que les deux parties ont pu sortir comme thème un peu trop élevé pour le français qui parle dans la rue. Donc je vais aller terre à terre. Déjà pour les deux façons de voir les choses, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que l'enfant qui se retrouve dans la rue, ou bien l'enfant qui accepte de se mettre dans ce genre d'activité dans la rue, est confronté à des difficultés déjà que nous connaissons. Soit difficultés en famille, difficultés sur le plan socio-éducatif. Il y a beaucoup de choses que les sociologues maîtrisent mieux que nous. Mais sur le terrain, il y a 3 appellations. Enfant dans la rue, enfant en situation de rue, ou enfant en conflit avec la loi. L'enfant rentre en conflit avec la loi, ça veut dire qu'il rentre dans une dépendance où il se croit tout permis. Et vu que ses attentes ne sont pas respectées par les citoyens qui l'approchent, il se permet d'agresser. Il rentre en conflit avec la loi. Il a sa façon de voir qui n'est pas celle de la société qui le regarde. L'enfant en situation de rue, qu'est-ce qui l'emmène dans la rue? Parce qu'il a une famille. Et il y a celui qui est né et ses parents sont décédés, il se retrouve orphelin, qui lui, la rue, le récupère naturellement. Donc c'est ces 3 différences-là qu'il faut vraiment voir. Et comment je peux dire, les associations ou bien les ministères de tutelle qui doivent s'en occuper doivent aborder dans ce sens. C'est ce que je peux dire pour l'instant avant qu'on continue. D'accord. Alors, Madame Isaoura, vous êtes de Remar, une structure qui existe depuis bien longtemps. Pourquoi avez-vous choisi dans votre champ d'action de vous occuper de ces enfants? Moi, je n'ai pas choisi. Je parle de la structure de Remar, le centre. Non, je n'ai pas choisi la structure Remar, c'est la structure Remar qui m'a choisi. Dans ma jeunesse, j'ai eu des problèmes avec la toxicomanie et mes parents m'ont envoyé à Remar, qui était un des seuls centres qui s'occupait de ces problèmes-là. Donc, je profite pour expliquer que l'ONG Remar ne s'occupe pas seulement d'enfants dans la rue. La sigle REMAR veut dire réhabilitation des marginaux. Centre chrétien de réhabilitation des marginaux. Voilà, donc la REMAR s'occupe de drogués, d'alcooliques, de prostituées, de mères célibataires, d'enfants qui ne veulent pas aller à l'école. D'accord, alors voilà. Pourquoi est-ce que vous avez choisi justement de vous occuper de cette communauté? Moi, je suis venue d'abord par besoin. D'abord par besoin. Quand je dis vous, c'est Remar, la structure. Voilà. Et une fois dedans, la vision m'a touché tellement, ce qui se faisait là-bas m'a touché tellement que j'ai décidé de donner une année de ma vie pour venir en Afrique, pour venir aider les enfants. D'accord. Parce qu'à cette époque-là, Remar Burkina venait d'ouvrir. Et je me suis mis devant Dieu et j'ai dit, Seigneur, je vais aller au Burkina 1 an. D'accord.
pour te remercier ce que tu as fait dans ma vie. Alors, vous êtes du Portugal. Quelle est la situation de ces enfants aujourd'hui au Portugal? Pour dire la vérité, aujourd'hui en Europe, on voit quelques-uns, mais on ne voit pas des enfants de la rue comme ici, parce que le gouvernement a des centres bien sûr, il y a toujours des enfants qui font des fugues, mais ils finissent par être retrouvés et ils finissent, s'ils n'ont pas de parents, ils finissent par être hébergés dans des foyers. Et on peut avoir quelques-uns, surtout ceux qui viennent d'autres pays. Je pense notamment à ceux qui viennent avec leurs parents d'Afrique et des pays plus pauvres de la communauté européenne, mais des Européens dans la rue, il y en a très peu. Très peu. C'est bien compris. Alors, selon les Nations Unies, plus de 150 millions d'enfants sont en situation de rue. Quel commentaire faites-vous de ces chiffres, Abou Lionel? Merci. D'abord, le fait que 150 millions d'habitants, d'enfants vivent aujourd'hui en situation de rue dans les rues, selon les Nations Unies, est un signal alarmant. Ces chiffres ne sont pas seulement des statistiques, ils traduisent bien évidemment une réalité brutale, celle des droits de millions d'enfants qui ont des droits, qui ont les droits fondamentaux bafoués, donc le droit à l'éducation, le droit à la santé, le droit à une vie décente, tel que défini par la CDE, la Convention relative aux droits de l'enfant. Donc, ce 150 millions d'enfants dans le monde, c'est énorme. Et il faudrait que nos États, tous nos États, puissent... Alors, vous estimez que 150 millions est un nombre important qui met en avant déjà que les droits des enfants sont bafoués à travers le monde? Bien sûr. Et lorsqu'on dit les droits de l'enfant sont bafoués, il faudrait préciser, déjà, il y a le droit à l'éducation, le droit à la santé, le droit à une vie décente. Parce que tout ça, tous les enfants du monde ont besoin de cela. Que tu sois enfant en situation de rue ou pas, mais tous les enfants du monde doivent avoir ces droits. C'est inhérent à leur personne. Du coup, il faudrait que nos États puissent apporter davantage de solutions pour endiguer ce phénomène. Docteur Yobou, en tant que sociologue, plus de 150 millions d'enfants, c'est vraiment, sont des chiffres vraiment effrayants qui interpellent. C'est ça. Quand vous regardez 150 millions d'enfants, j'ai essayé de me renseigner sur, en termes de pays, quel est le pays qui avoisine un peu ce chiffre. C'est-à-dire que quand on regarde, il y a la Russie qui a environ 140 et quelques millions d'habitants. Imaginez-vous un espace où il y a 150 millions d'enfants qui ont leur propre loi, qui sont définis comme délinquants, qui ont leur propre manière de penser, qui n'est pas conforme à ce que tout le monde définit comme étant normal. Ça, c'est une crise pour nous, une crise de génération qui se perpétue. Puisque l'enfant, en tant qu'acteur social, il est conçu pour pouvoir reproduire la société, pour pouvoir donner une nouvelle forme de civilisation à la société. Donc, imaginez-vous cette catégorie-là qui est en instance de formation, puisque les enfants, quand on parle de catégorie d'acteurs, c'est plus l'aspect de construction identitaire qu'il faut mettre en évidence. Donc, en instance de formation, il y a des valeurs qui produisent des valeurs. Donc, c'est une forme de transformation de la société à l'avenir qui est remise en cause, en fait. D'accord. C'est l'enjeu. Nous serons tout à l'heure au Gabon pour entendre Mme Bettina Assassa, qui est fondatrice, présidente de l'ONG La Main sur le Cœur, qui s'occupe donc des enfants en situation de rue au Gabon. J'aimerais entendre Maïni sur cette question. Plus de 150 millions d'enfants dans la rue. D'accord. Ben, écoutez, moi, comme je le dis toujours, il y a des chiffres. On nous donne des chiffres. La réalité sur le terrain peut être tout autre. On peut avoir plus ou moins? On peut avoir moins, on peut avoir plus. Mais moi, je vois plus, on peut voir moins. Ça, c'est ce que moi, je vois. On peut donner des chiffres alarmants, inquiétants. Mais sur le terrain, effectivement, les enfants ne restent pas enfants. La preuve, j'ai 46 ans aujourd'hui. Je suis rentré dans la rue à une étape de ma vie.
Donc, on peut donner des chiffres qui ne sont pas, comment je peux dire, voilà, actualisés. Et puis voilà, on marche dessus. C'est effrayant. Mais quand des bonnes volontés comme la dame veulent aller sur le terrain pour vérifier vraiment est-ce qu'il y a des fonds dans la rue, on ne trouve pas des enfants. On fait comment? D'accord. Voilà un peu. D'accord. Madame Ribeiro, plus de 150 millions d'enfants. Quel commentaire vous en faites, vous qui êtes au quotidien de ces enfants? Il y a un seul mot qui me vient à l'esprit, c'est une honte. C'est une honte pour les gouvernements. Vous allez mettre le micro, pour les gouvernements du monde entier, des gouvernements qui achètent des armes, des gouvernements qui font des guerres et qui ne trouvent même pas de quoi héberger. Bon, je sais qu'il y a des pays très pauvres, mais même les pays pauvres, s'ils voulaient, avec les moyens du bord, ils pouvaient créer un centre d'accueil pour des enfants. Ce n'est pas une fortune. D'accord. Nous, Rema Côte d'Ivoire, nous sommes tous volontaires. Nous sommes tous volontaires. Nous ne sommes pas riches, nous ne recevons pas des subventions. Et c'est au sueur de notre front que nous construisons les centres. Donc, si nous pouvons faire, imaginez ce que les gouvernements pouvaient faire s'ils avaient la volonté. Merci. Alors, nous allons maintenant, avec votre permission sur le plateau, aller au Gabon pour échanger avec Madame Bettina Assassa, qui est fondatrice, je vous le rappelle, et présidente de l'ONG La Main sur le Cœur. Bonjour, Madame Bettina. Bonjour, Monsieur Franck Colbert. Comment allez-vous? Bien, je rends grâce à Dieu, merci. Merci. Alors, vous êtes au Gabon et vous êtes la fondatrice et présidente de l'ONG La Main sur le Cœur. Nous parlons des enfants en situation de rue sur ce plateau. Quelle est la situation de ces enfants aujourd'hui au Gabon? Merci déjà de m'avoir invité sur votre plateau télé. Aujourd'hui, la situation actuelle des enfants en situation de rue, je dirais qu'elle est, je pourrais dire, inquiétante. Mais aujourd'hui, au Gabon, par exemple, mon ONG n'a pas encore eu la possibilité de rencontrer ces enfants de rue parce qu'il faut signaler qu'au Gabon, il n'y en a pas assez dans les rues. Parce que ces enfants que nous rencontrons dans les rues, immédiatement, nous les envoyons dans les maisons, les centres d'accueil, donc des orphelinats. Donc, c'est ça. D'accord. Alors, ceux que vous rencontrez, justement, même s'ils sont d'une certaine minorité, quelles sont, en amont, les raisons qui les conduisent à se retrouver dans la rue? Les raisons qui emmènent ces enfants à se retrouver dans la rue, elles sont complexes et multifacettes. Je peux citer quelques-unes. On a déjà la pauvreté. Il faut savoir qu'il y a des familles pauvres qui peuvent être incapables de subvenir aux besoins de leurs enfants. Et ces derniers obligent leurs enfants à aller dans les rues pour pouvoir chercher les moyens à survivre et à trouver de quoi manger eux et aussi pour leur famille. Nous avons aussi comme cause les problèmes familiaux. Beaucoup d'enfants vivent dans des familles de violence, c'est-à-dire ils subissent des violences, des négligences et aussi des abus. Et pour en échapper, beaucoup d'enfants décident d'aller dans la rue. Ils préfèrent vivre dans la rue pour ne pas vivre cette souffrance. On a aussi les orientations sexuelles. Il faut savoir que nous sommes en Afrique, donc des Bantous, et l'homosexualité n'est pas encore acceptée totalement dans nos coutumes. Donc, beaucoup d'enfants qui sont aussi, qui ont cette orientation sexuelle qui n'est pas acceptée dans notre société, sont rejetés par leur famille et se retrouvent dans la rue. On a plein de causes qui emmènent beaucoup d'enfants à se retrouver dans la rue. On a la drogue, la consommation des drogues, des enfants qui vendent des drogues
qui en consomment, D'accord. préfèrent vivre dans la rue. Vous avez assez de causes, vous avez évoqué tout un chapelet de causes, mais j'aimerais rester justement dans ce registre des causes. Quelle est celle qui est la plus récurrente sur le terrain? La plus récurrente, c'est la pauvreté. La pauvreté. D'accord. La pauvreté. Beaucoup de familles, voilà, OK. qui sont pauvres, n'arrivent pas à venir en aide aux enfants. OK. Alors, quelles sont les actions concrètes de votre ONG sur le terrain en faveur de ces enfants? Les actions que nous menons en situation vis-à-vis de ces enfants, déjà quand on rencontre ces enfants dans la rue, c'est déjà les emmener à les sensibiliser sur les dangers d'être dans la rue et aussi se rapprocher des centres d'accueil, comme on disait, pour les trouver un milieu adéquat pour qu'ils se sentent en sécurité. Les autres actions que l'ONG La Main sur le cœur mène, c'est, comment dirais-je, nous venons en aide à ces personnes-là, ces familles qui sont en difficulté, où nous les apportons à manger, nous les apportons des vêtements, nous soutenons ces enfants qui ne sont pas scolarisés. OK. Donc, nous les mettons en formation et nous faisons le suivi afin qu'ils développent en eux les compétences. Avant-dernière question, quelle est la tranche d'âge de ces enfants? La tranche d'âge des enfants, c'est de 10 ans à 18 ans, le plus souvent, que ces enfants qui sont le plus souvent dans les rues. D'accord. Dites-moi, est-ce que vous rencontrez des problèmes de grossesse précoce sur le terrain de ces enfants, parlant des jeunes filles? Bien sûr, on rencontre des jeunes filles enceintes qui ne connaissent même pas qui les a enceintés. Il y en a d'autres qui ont subi un viol. Il y a d'autres où elles ont eu la malchance de tomber sur un homme qui les a abandonnées avec la grossesse. Et puis, lorsqu'ils viennent avec ça à la maison, les parents ne sont pas réceptifs et puis elles sont délaissées, abandonnées à elles-mêmes. D'accord. Alors, quelles seraient vos attentes aujourd'hui pour mener à bon port vos actions en faveur de ces enfants? Déjà, ce que nous on voudrait, c'est que l'État se penche sur les ONG et les associations qui s'occupent de ce genre de cas. C'est-à-dire, si on a des subventions de l'État, ce sera facile pour nous de faire encore plus, de fournir un environnement sûr pour que ces enfants puissent être sans crainte. Aussi nous permettre de donner à ces enfants un abri et un soin de santé de base. Et nous permettre aussi d'avoir des programmes éducatifs et de formation professionnelle qui aideront ces enfants à faire ressortir de leurs compétences et pour pouvoir travailler et subvenir à leurs besoins futurs. Merci infiniment, Madame Bettina Assassa. Je rappelle que vous êtes la fondatrice et présidente de l'ONG La Main sur le cœur, c'est au Gabon. Merci d'avoir accepté notre invitation ou alors de vous être prêté à nos différentes questions. Merci infiniment et que le Seigneur vous accompagne dans vos activités au Gabon. Merci infiniment. Voilà, nous étions donc au Gabon avec l'ONG La Main sur le cœur. Nous serons tout à l'heure au Cameroun pour entendre une autre ONG. Alors, sur le terrain, aujourd'hui, pour revenir à la situation ivoirienne, quelle est la situation des droits des enfants aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Vu qu'on nous a donné une question en fait avec la question de la dame tout à l'heure, les causes fondamentales qui expliquent le phénomène des enfants en situation de rue, il faut dire qu'il y a des causes fondamentales qui sont souvent imbriquées. La dame a parlé, il faudrait voir la pauvreté structurelle des familles, ça c'est 1. 2, l'abandon ou l'échec scolaire. 3, les violences ou maltraitances dans le foyer. Et en 5e position, je dirais la traite ou l'exploitation des enfants. Parce que certains enfants vont chez d'autres sous prétexte de formation. Et c'est dans ce contexte-là que ces enfants sont pris et sont emmenés à aller faire la mendicité, comme le cas des enfants talibés.
ou encore Les enfants talibés au Sénégal. Et même en Côte d'Ivoire. Et même en Côte d'Ivoire. Mais c'est d'abord une culture sénégalaise. Bon, allez-y, à votre convenance. Du coup, il faudrait que les enfants choisissent. Les enfants ne choisissent pas la rue par plaisir. Les enfants, ils choisissent la rue par faute de protection efficace, par faute de soutien familial et par la non-réactivité des services sociaux. D'accord. Est-ce que notre sociologue peut réagir sur la question, justement, parlant des causes fondamentales de la présence de ces enfants, avant d'écouter Mme Ribeiro? Oui, il y a un point de départ qu'il ne faut pas oublier. Quand on parle d'enfants, il y a deux éléments qu'il faut prendre en compte. Il y a la cellule familiale et puis il y a le processus de construction d'une identité. Donc, dans toutes les causes qui ont été évoquées, il y a le fait que, à partir de la famille, c'est ce cadre-là qui a l'habilitation de donner la protection, la sécurité et tout ce qu'il faut pour que l'enfant puisse fonctionner et s'intégrer dans la société. Et quand ce cadre est affecté, il y a un effet dégénérescent sur l'ensemble. C'est-à-dire que l'enfant qui sort d'une situation, d'une cellule familiale pour se retrouver, comme il a souligné, c'est ce caractère vulnérable-là que l'enfant ne choisit pas, mais qui s'impose lui comme une réalité. Parce que nous, en tant que sociologues, ce qui nous intéresse, c'est tout ce qui est manière de penser, de sentir, d'agir. Donc, lorsque dans la cellule familiale, l'enfant revoit ses attentes, parce que l'enfant aussi a des attentes. C'est pourquoi nous le voyons comme étant un acteur social. Il a des attentes vis-à-vis de ses parents. Ces attentes pourraient se résumer comment? Est-ce que la situation financière des parents est en cause ici? Vous savez, on parle de construction identitaire. Souvent, le biais, c'est de mettre en évidence l'aspect financier. Or, dans la construction de l'identité, c'est le rapport à soi, les valeurs que l'enfant développe pour s'affirmer comme étant tel. Comme vous avez demandé la tranche d'âge, elle a donné de 10 à 18 ans. Mais regardez cette tranche d'âge. C'est une tranche d'âge où l'enfant veut affirmer sa personnalité. Vous dites que je suis... Pas de crise d'adolescence. D'autres pas de crise d'adolescence, mais nous, on parle plus d'affirmation de soi, de découverte de soi. C'est là que l'enfant est marqué par la curiosité. Il veut expérimenter un certain nombre de choses. Et lorsque la cellule familiale ne se positionne pas comme un repère efficace, c'est là qu'il y a une relation il y a une méfiance qui s'installe dans le rapport aux parents, aux pères. Et puis, s'il y a une porte d'ouverture qui correspond à ses attentes, l'enfant s'y réfugie. D'accord. Nous allons aller tout à l'heure au Cameroun, mais pour écouter rapidement Mme Ribeiro sur les causes qui conduisent ces enfants dans la rue, aussi rapidement. Nous avons déjà parlé de la pauvreté, nous avons déjà parlé de toutes ces choses-là, mais je dois insister sur la responsabilité des gouvernements, des États. Un fœtus a des droits. En Côte d'Ivoire, ici, un avortement est un crime, est illégal. Si un avortement est illégal, pourquoi un enfant de 10 ans qui est battu, qui travaille, pourquoi ça là est toléré? Pourquoi ça là n'est pas illégal? À mon humble avis, des structures devaient mettre en place des lois qui punissent sévèrement. Vous savez, il y a de l'argent derrière. Ça, c'est la vérité. On envoie les enfants du Nord pour venir travailler à Abidjan. Vous savez pas, on envoie des petites filles du Nord pour venir travailler à Abidjan. Je salue ce gouvernement parce qu'ils sont en train de lutter contre ça. Et depuis quelques années, ils sont en train de faire un très bon travail. Nous-mêmes, nous avons un protocole d'accord avec le gouvernement. Et à travers la brigade des mineurs, on nous envoie des enfants quand on ne rencontre pas les familles. Il y a des enfants qui viennent du Nord, qui ne savent même pas dire le nom de leur village. Okay. Donc, il y a des gens qui profitent. Tout ça, c'est le profit. D'accord. Donc, il faut que les gouvernements
celui de la Côte d'Ivoire a déjà commencé et il faut que tous ceux en Afrique se réunissent et mettent en pratique bien compris. Des lois qui interdisent ce genre d'agissement et qui protègent les enfants. Merci parce beaucoup. Que je ne peux pas croire qu'un fœtus a des droits et un enfant de 10 ans n'a pas. Merci, merci. Nous allons revenir. Ça fait mal à un cœur de maman. C'est bien compris, maman. C'est compris. On vous comprend aisément. Nous allons aller au Cameroun pour écouter l'évangéliste Gladys Moulo, fondatrice de l'ONG Charity Ministry for Christ. Bonjour, Madame Moulo. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à tout le monde dans les radios. Bonjour. Alors, nous parlons des enfants en situation de la rue. Quelle est la situation au Cameroun? Ah, merci, monsieur le journaliste. Je vais essayer de m'exprimer, mais pas tellement bien parce que je suis premièrement un anglophone. Ça veut que Cameroun, c'est une pays bilingue. Donc, je vais essayer... Allez-y, madame, on n'a pas assez de temps. Allez-y, madame, allez-y. Au Cameroun, les enfants sont vraiment menacés. Les enfants sont dehors. Les enfants ne mangent plus et n'ont même pas les habits qu'ils portent. Le gouvernement s'en fout. La guerre même amène les enfants, ils meurent en route. Donc c'est tellement mauvais, c'est dangereux, c'est plus pile au Cameroun. Et surtout qu'au nord-ouest et sud-ouest, les enfants sont en route, plus des enfants qui sont dedans, monsieur. Alors, généralement, quelles sont les raisons qui conduisent ces enfants à être dans cette situation que vous dépeignez? Ces enfants ont besoin, premièrement, de l'État, que l'État doit regarder, parce qu'on ne doit pas seulement chercher nos intérêts, et deuxièmement aussi l'Église, monsieur le journaliste. L'Église aussi, ce n'est pas seulement une maison. Si toute l'Église cherchait à trouver des enfants de rue pour prendre soin d'eux, et ceux qui sont malades, ceux qui ont faim, ceux qui n'ont pas les habiller, ils devaient au moins diminuer le problème de ces enfants. Mais rien n'arrive pas, c'est mauvais. D'accord. Alors, vous êtes fondatrice et directrice de l'ONG Charity Ministry for Christ. Quelles sont vos actions concrètement en faveur de ces enfants? Ma action à mon niveau de mon ONG, on fait par la grâce beaucoup de choses. On cherche souvent à leur donner la nourriture qu'on ne peut même pas donner tous les jours. On cherche à voir comment beaucoup qui sont malades, qui sont abandonnés, et par la grâce de Dieu, j'ai créé un centre de santé dans mon ONG que je les amène souvent pour les malades, je donne un peu les remèdes et tout. Et on cherche toujours à voir comment les autres qui veulent rentrer à l'école, on cherche à voir comment ils peuvent rentrer à l'école parce qu'il y en a encore les autres qui ont besoin de partir encore à l'école. Donc, mon ONG est en train de faire de tout, mélanger de tout, de manière qu'il veut que tout va bien. Mais s'il y avait des gens au Cameroun, plus de non-20, avec les qualités de ONG de ma part, on devait au moins beaucoup travailler. Mais, monsieur le journaliste, tout est abandonné. Tout est abandonné au Cameroun. Il n'y a rien qui aboutit. D'accord. Votre mot de fin, madame? S'il vous plaît, monsieur. Je demande votre mot de fin. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Quel appel vous pouvez lancer? Mais ce que je lance dehors et avec une pleure que je pleure comme la voix de maman, c'est que le gouverneur de Cameroun doit veiller, entrer dans les... Et surtout que les régions où il y a la guerre, et l'église, les pasteurs doivent aussi chercher à ne pas seulement prier sur l'autel, pas aussi dans l'église, parce qu'il y en a, c'est des enfants de la rue qui viennent à l'église, après l'église, ils sortent et pas dormir dehors. Mais les pasteurs ne connaissent pas comment ça se fait parce qu'ils ne prennent pas le temps pour chercher. Donc, je pleure que l'État, premièrement, et deuxièmement, l'Église, et troisièmement, les gens qui ont les moyens, qui peuvent créer plus d'ONG comme pour nous. Beaucoup. Je rappelle que vous êtes l'évangéliste Gladys Moulo, fondatrice de l'ONG Charity Ministry for Christ. Vous êtes au Cameroun. Merci beaucoup de vous être prêté à nos questions. Merci infiniment. Et bonne journée à vous au Cameroun, à Yaoundé. Merci.
Alors, nous venons d'écouter cette intervention. L'État est très souvent interpellé, la situation parentale. On nous parle également des situations d'insécurité, de guerre. Quelle position, quel regard avez-vous justement dans le rôle, sur le rôle de l'État ou alors la responsabilité de l'État dans cette situation? Oui, quand on parle de l'État, ce qu'il faut mettre en évidence, ce sont les lois, les dispositions statutaires, constitutionnelles pour protéger l'ensemble des acteurs. C'est pourquoi la représentante de REM a insisté sur un cadre formel qui doit définir l'action. Parce que l'État, vous n'allez jamais voir un monsieur qui se promène, qui s'appelle l'État. C'est une disposition juridique. Donc, à travers l'État, il y a des acteurs qui sont vus pour matérialiser ces lois-là. Donc, il y a des ministères qui sont déployés. Et en Côte d'Ivoire, par exemple, il y a ce qu'on appelle le ministère de la femme, la famille, de l'enfant. Et à ce niveau-là, nous avons vu des actions où la ministre se promenait et puis récupérait les enfants en situation de rue pour pouvoir les reloger. Donc ici, on montre que quand on parle de l'État, ça met en évidence aussi l'aspect global, responsabilité globale de la société. C'est ce qu'il faut prendre en évidence. D'accord. On va écouter Lionel Abou, qui est du Conseil national des droits de l'homme, justement, sur cette question, avant d'écouter le témoignage de Kouléon. D'accord. Alors, sur cette question, la situation des droits de l'enfant peut être perçue à travers plusieurs aspects. Déjà, au niveau de la santé, l'État de Côte d'Ivoire, l'État, donc à travers le ministère de la Santé, a des services spécialisés pour les enfants qui mettent en œuvre qui font vraiment la promotion de plusieurs services pour attirer, pour trouver des solutions pertinentes sur les cas des enfants. Mais pour revenir à notre cas précis, notre sujet, sur les enfants en situation de rue, il faudrait noter qu'il y a une vulnérabilité persistante. Certes, il y a des progrès en matière de vaccination, en matière de réduction du taux de mortalité infantile, mais il faudrait que nos systèmes de prise en charge soient effectifs. Il faudrait également que la prise en compte au niveau de la santé mentale, au niveau de la santé psychologique, puisse être prise en compte par le ministère de la Santé, à travers vraiment des discussions, des formations avec les sociologues, enfants, sociologues, vraiment discuter de la question en profondeur. Plusieurs enfants qui ont vécu des violences en Côte d'Ivoire n'ont pas vu de psychologue. On leur a juste dit, si ce sont des garçons, vous êtes des garçons, tenez bon, assez. Vous voyez, et c'est cette culture-là qui fait réticence à l'État de mettre vraiment en œuvre des moyens pour pouvoir vraiment éradiquer ce phénomène-là. OK. Par conséquent, oui, rapidement. Par conséquent, on aimerait interpeller les uns et les autres, les acteurs du gouvernement, à pouvoir être encore plus présents et pour les familles, et pour les enfants, et pour le bien-être de la société. Justement, les acteurs du gouvernement, la rédaction de Lumière du Monde Télévision a adressé du courrier au ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, qui n'a pas répondu à notre invitation. Nous avons donc mené les démarches pour que le ministère de tutelle soit sur ce plateau. Alors, nous allons écouter à présent Kouléon, Néhémie, c'est bien cela? Maïni, pardon. Merci. Alors, vous avez une histoire particulière. Oui. Vous avez connu la rue. On a parlé de pauvreté comme raison, mais vous ne sortez pas d'une famille pauvre. Effectivement. Vous êtes d'une famille, on va dire, qui a un niveau de vie famille noble. Voilà, acceptable, normal. Votre père fut un grand administrateur en Côte d'Ivoire, si vous le permettez, préfet, oui. Voilà, en Côte d'Ivoire. Vous avez abandonné la cellule familiale, tout le confort que vous aviez, et vous êtes retrouvé dans la rue. Racontez-nous un peu cela. Vraiment, merci de me donner cette opportunité. Je voudrais dire rapidement que le téléphone est ouvert. Vous pouvez donc appeler pour participer à cette émission. Donnez votre point de vue sur la problématique de ce matin. Merci. Et puis, on va emboîter directement le pas sur ce témoignage qui est vraiment pertinent, qui pourrait aider tout un monde. Et d'abord, avant de me prononcer, j'ai noté 2 points sur les interventions du Cameroun et du Gabon. Je suis très content de savoir que ce n'est pas seulement en Côte d'Ivoire, et je le dis en griffe, ce n'est pas seulement en Côte d'Ivoire qu'on a ce problème. Il faut que ce soit dans la tête de tous les Ivoiriens. Arrêtons de nous soumettre à certaines choses, comme si on est seulement
victimisés. C'est dans le monde entier. Voilà le témoignage du Gabon et du Cameroun qui indexent son gouvernement. Ces deux pays-là disent la même chose. C'est le gouvernement qui ne nous aide pas. C'est l'État qui ne nous aide pas. Et ici en Côte d'Ivoire, quand tu vas dire c'est l'État qui ne t'aide pas, tu es vu comme un opposant. Excusez-moi d'en parler, mais c'est important. Les enfants en situation de rue, les enfants dans la rue, je ne suis pas d'accord quand on me dit on va vers des enfants des familles. Donc la première chose qu'il faut faire, c'est de partir vers les familles. Moi, quand j'ai commencé à faire ce travail, j'ai dit à mes petits que je trouvais là, allons, on va me montrer où tu habites. On va à Yopougon, il me montre sa famille. Mais quand tu vois la famille, quand tu prends des photos, quand tu entretiens la famille, c'est plus facile d'approcher une ONG. Parce qu'il y a la réalité qui est là. D'accord. On va aller sur le témoignage pour dire que quand je rentre dans ce système, c'est-à-dire vous sortez d'une famille, sors d'une famille préfet et vous vous retrouvez dans la rue. Donc c'est causé par le fait que mon père quitte le monde après la mort de papa. Déjà, avant, quand je viens en vacances, parce qu'on n'a pas grandi à Abidjan. On ne connaît pas Abidjan, on a grandi à l'intérieur. Papa a fait 7 villes de l'intérieur. Donc, préfet à l'intérieur, c'est le président. C'est le président. Mais partout, le représentant du président. C'est le fils du préfet, tu as des honneurs. Mais tu rentres à Abidjan en vacances, tu n'es pas le fils du préfet. Abidjan, c'est Los Angeles. Donc, quand tu arrives là, comment tu fais pour subvenir à tes petits besoins? Et tu vois dans la rue les enfants qui sont en train de vendre du Kleenex, faire des petits. Donc, tu dis, je vais faire un job de vacances. Donc, avant la mort de papa, chaque vacances déjà, c'était une habitude que j'avais pris de me retrouver de 10h à 18h, 19h dans la rue avec ces jeunes-là pour voir comment ils vivent. Et après, quand papa est parti en 2004, j'ai 24 ans, je me retrouve déboussolé et tout ça, mais j'ai acquis une certaine expérience. Je me mets dans la rue. Je commence à côtoyer ceux avec qui j'ai grandi dans les vacances là. Et puis on commence à prendre des plus petits. Et moi, ma chance, c'est que de mon côté, je formais les jeunes. Quand on parlait d'Abidjan, on parlait de la commune de Cocody. Cocody, voilà, parce que c'est là que je suis. Mais on partait à Yopougon, on partait à Bobo. On voulait découvrir, en fait. Okay. Et moi, mon truc, c'était de chercher à découvrir le pourquoi, le comment. Et donc, quand tu arrives dans la rue, le français que je parle ici, ce n'est pas celui que je parle là-bas. Parce que si tu n'es pas un dur, mais on va te créer des problèmes. Et donc, moi, je viens pour découvrir pourquoi ils se droguent, qui leur vend la drogue. Et c'était ça, mon truc. Et après, j'ai risqué ma vie parce que j'ai commencé à pister des gens et puis torpiller, comme on dit dans le jargon, pour pouvoir sauver les plus vulnérables. Est-ce que vous avez été confronté à certains flux comme la drogue? Bien sûr, j'en ai consommé. J'en ai consommé. Ce que j'ai jamais fait, par la grâce de Dieu, c'est éliminer la vie de quelqu'un ou bien faire du mal à quelqu'un. J'ai toujours protégé, j'ai toujours été un protecteur. Et c'est ce qui a été ma chance. Et ce que j'ai remarqué, en tout cas pour tous ces vécus-là, c'était sur 100 personnes, il y a une fille. Une fille? Une fille. C'est pour dire que les filles ne sont pas représentatives, en fait, dans ce secteur. Et ça m'a fait plaisir. C'est-à-dire que les jeunes étaient plus approchés par ces filles-là qui aimeraient avoir un copain, comme on le dit, nous aussi, parce qu'enfants de la rue, aujourd'hui, appellation nous aussi, ça c'est comme ça, nous on disait qu'on devait nous appeler. L'argot ivoirien, voilà. C'est dans la rue que vous avez appris les arts martiaux? Non. Mon père m'a mis avec son premier chef cabinet à Bonganou, M. Bamba Cheikh Daniel, si je peux me permettre, parce que c'est lui qui est le directeur de l'AFOR, que je salue en passant, et ça a été mon premier maître d'arts martiaux. Et donc de là, c'est parti. Est-ce que ça vous a aidé à protéger vos habits dans la rue? Beaucoup, effectivement. J'ai même formé des jeunes dans... Alors, rapidement, décrivez-nous la vie d'un enfant de la rue, la journée d'un enfant. La journée d'un enfant de la rue, faut qu'on le dise, c'est pas... Parce que l'enfant de la rue, quand il se met dans la rue, c'est parce qu'il a faim. Le premier truc, c'est qu'il a faim, il veut manger. Parce qu'il n'a pas ce qu'il a à la maison qu'il vient chercher de la rue. Donc, de 10h à midi, la première chose à faire, c'est de savoir qu'est-ce que je vais manger. Donc, il va commencer à faire le José de Nama, ou arrêter les voitures, garer les voitures. Après, il dit, j'ai faim, je veux manger. Et puis, bon, voilà. C'est pénible. Ce n'est pas quelque chose même on peut expliquer parce qu'il ne faut même pas donner envie. Est-ce que vous arrivez d'agresser pour pouvoir manger? Et ça, c'est un autre choix. Ça, c'est un autre choix. Et c'est ce choix-là que je combattais, moi, personnellement. Franchement, et Dieu a fait qu'on a réussi. Parce qu'à Cocody, aujourd'hui, vous n'allez plus voir un jeune de la rue en train d'agresser. Il a toujours son petit business. On n'a jamais agressé pour manger. On a plutôt aidé, soulever des bagages, aider les femmes au marché. Voilà, plutôt ça.
Et c'est des concepts. Tous ceux qui agressaient, nous, on les évacuait, on les emmenait au 8e. On travaillait avec la police pour ça. Alors, comment est-ce que vous dormez? Comment est-ce que vous lavez? Effectivement. Donc, les marchés ont des toilettes. Tous les marchés publics ont on les appelle c'est des toilettes où les gens vont. Voilà. Nyenetigui, dans le jargon. Donc, là-bas, tu vas, tu payes tes 100 francs, tu peux aller aux toilettes, tu payes tes 200, tu vas te laver. Donc, ils se lavent là. Ils dormaient là, dans les marchés ou bien dans la locodrome. Et après, voilà. Quand vous êtes malade, comment ça se passe? Voilà. Donc, on cotise entre nous. S'il y a un qui est malade, on peut faire des cotisations et puis on envoie au CHU. Il y en a eu beaucoup qui sont décédés. Bon, il y a des ONG aussi qui ont approché certains et qui ont vu des opportunités où ils allaient se faire encore plus victimes pour avoir maman, comme on dit, et puis après ils fuguent. Parce qu'ils aiment ça. Vous avez connu des cas de décès? Oui, beaucoup. Et comment ça se passe quand il a un décès? On approche la famille. C'est pour ça que j'ai dit la première chose, c'est de contacter la famille. On dit ton enfant est ici. S'il y a quelque chose de grave, vous savez où le chercher. Vous avez fait combien d'années dans la rue? 10 ans. 10 ans. 10 ans dans la rue. Qu'est-ce que vous retenez de la rue? Franchement, c'est pas, je veux dire, c'est pas de volonté que ça se fait. Et la rue forme. Pour celui qui accepte les difficultés et qui croit en Dieu, il peut sortir de la rue avec vraiment une tête haute. Mais celui qui aime la facilité, qui veut se faire, comme la dame a dit, gérer des choses qui sont indécentes, mais il va rester comme ça. Il y en a qui ont 50 ans. Il y en a qui sont plus âgés que moi, qui, jusqu'aujourd'hui, continuent à dormir sur des bancs. Alors, 10 ans après, vous vous retrouvez aujourd'hui chef d'entreprise. Oui. Comment ça arrive? C'est dans la rue. J'ai commencé à faire des sandwichs, j'ai commencé à faire des saucisses que je prenais avec des structures. Et j'ai commencé à travailler, je vendais. Et puis un matin, je dis, mais attends, le jour où la structure ferme, je ne peux pas vendre. Il faut que j'apprenne à fabriquer moi-même. Donc je suis parti avec mes économies, me former dans ces structures-là. Après, j'ai pu aller à Bordeaux, parce que mes frères sont là-bas. Et puis certifier à Bordeaux en France. J'ai certifié mon label, parce que je fabrique la saucisse de poisson thon. Voilà. J'avais eu encore, entre griffes, il faut que j'en parle, le gouvernement qui avait promis quelque chose, mais qui n'a pas donné. Quand c'est comme ça, tu peux rechuter. Et j'ai arrêté de fumer, ça fait 18 ans. J'ai arrêté de boire, ça fait 15 ans. 15 ans. Voilà. Donc, c'est un choix personnel. Et les ans peuvent aider beaucoup de jeunes qui me regardent aujourd'hui. En tout cas, merci pour ce témoignage. Des commentaires sur le plateau? Oh, oui, ça me conforte dans la... J'aimerais encore rappeler que le téléphone est ouvert. Vous pouvez à tout moment appeler pour participer à cette session. Son témoignage me conforte dans la définition que nous avons donnée, c'est-à-dire qu'on quitte une cellule familiale qui forme pour aller dans une autre cellule qui donne une autre éducation, un style de vie. Et si vous remarquez bien, le langage qui est employé là-bas, aujourd'hui nous parlons le nouchi, mais c'est le dérivé d'un discours de la rue. Donc c'est là-bas que c'est né. Donc il y a une forme de citoyenneté qui est donnée et pour s'adapter à ce monde-là, il y a un langage qu'il faut, un style vestimentaire qu'il faut, il y a des opportunités qui s'offrent. Donc sous ce paradigme-là, la rue n'est pas forcément vue comme un élément dévalorisant. C'est un lieu d'intégration. Parce que dans le rapport à la famille, le père qui était la boussole de la famille étant parti, ça a déboussolé l'ensemble du système et il s'est retrouvé dans le groupe de pères. Nous parlons de groupe de pères pour mettre l'accent sur les amis. Ceux qui facilitent votre intégration pour permettre de valoriser votre identité. Et c'est tout cela qui a contribué pour certains, ça les met hors du système, pour d'autres, ça facilite leur insertion. Donc, c'est tout cet ensemble-là qui est pris et que nous, en tant que sociologues, on analyse comme étant un phénomène social. Qu'il faut objectiver, prendre sans parti politique, sans appréhension idéologique, mais qu'il faut l'analyser tel, parce que ce sont des acteurs qui contribuent au fonctionnement de la société. D'accord. Madame Ribeiro, est-ce qu'il vous arrive dans vos actions, dans vos activités, de remonter la chaîne familiale, arriver aux parents, un enfant que vous rencontrez dans la rue? Est-ce que vous arrive d'aller jusqu'aux parents? Je suis épatée par ce... Le micro. Je suis épatée par ce témoignage parce que j'ai jamais rencontré un garçon, disons, de bonne famille, que à tout laisser pour vivre dans la rue. Ceux avec qui nous travaillons, c'est plutôt des familles pauvres. Et s'il y a un peu de bien dans la famille, on essaye de chasser l'enfant
pour des questions d'héritage. Si l'enfant n'est pas l'enfant de la mère ou du père et il y a des histoires d'héritage, on fait de tout pour chasser l'enfant, pour que l'enfant n'aille pas sa part de l'héritage. Presque tout ce que... Bon, il y a aussi des bonnes familles que peuvent tomber dans la drogue. Mais aller vivre dans la rue avant même avoir touché la drogue, c'est ma première fois, pour vous dire la vérité, c'est ma première fois d'écouter et je vous félicite beaucoup et je vous dis de continuer le bon travail parce que vous êtes en train de sauver des vies et vraiment la Côte d'Ivoire a besoin d'exemples pour les jeunes. Les jeunes, les célébrités et autres sont en train de gâter la Côte d'Ivoire et nous avons besoin d'hommes et de femmes qui donnent de bons exemples à la Côte d'Ivoire. Justement, Madame Ribeiro, vous avez, moi j'ai eu l'occasion de côtoyer votre univers, votre ONG. Vous avez recueilli des enfants qui ont été des bandits de grand chemin. Oui, oui. Aujourd'hui, nous avons même ceux qui sont quittés à la MAC. Nous avons... Comment vous arrivez à les réinsérer dans la société? Qu'est-ce qu'ils font une fois que vous les récupérez? Comment vous les réinsérez? La première étape, c'est la réhabilitation. La réhabilitation dure à peu près 1 an. D'accord. Nous sommes chrétiens, donc c'est basé sur la Bible. C'est-à-dire que nous lisons la Bible ensemble, nous louons Dieu, nous faisons en sorte que la personne connaisse Dieu. Pas tous acceptent. Il y a d'autres qui ne veulent pas accepter et qui veulent partir. Et puis, ceux qui veulent rester, qui se sentent bien, qui mangent à leur faim, ils peuvent commencer à aider. Parce que, voyez-vous, quelqu'un qui a déjà été dans la rue, quelqu'un qui a déjà été dans la drogue, quand il voit son frère qui est dans la souffrance, il a envie de l'aider. Et ça, c'est quelque chose de très puissant. Et quand quelqu'un commence à dire non, ne fais plus ça, regarde, moi j'étais comme toi et j'ai changé. Et ça leur donne comment dirais-je, un motif de vivre. D'accord. Alors, comment est-ce que vous les réinsérez? Quels sont les travaux, quels sont les métiers qu'ils apprennent quand vous les récupérez? Nous avons un centre d'agriculture. Nous avons un centre d'agriculture. Ils font élevage de poulets, ils font élevage de porc, ils font élevage de différents animaux. Ici, à Abidjan aussi, nous avons une sérigraphie. Okay. Nous avons aussi des salles de mariage. D'accord, donc vous les formez à divers métiers. Nous les formons au son et à l'image. Merci beaucoup. Alors, je vais revenir au Conseil national des droits de l'homme. Dites-moi, les parents sont très souvent accusés. On parle de parents qui démissionnent. Qu'est-ce que dit la législation? Que dit le droit ivoirien vis-à-vis de ses parents? Est-ce qu'il y a des dispositions pénales? Oui, il y a des dispositions pénales. Il faudrait savoir que le code pénal ivoirien de 2019, en son article 671, dispose, si vous permettez, je cite, le fait par un parent de se soustraire volontairement à ses obligations légales au point de mettre l'enfant en danger, privation de soins, d'hébergement, de nourriture, constitue une infraction. Donc cela dit, la peine peut aller de 1 à 5 ans d'emprisonnement ou encore avec des amendes. Donc lorsqu'un parent abandonne volontairement ses responsabilités et que cet enfant se retrouve livré à lui-même, la loi considère cela comme une faute grave, donc une infraction. Et il faut distinguer aussi, il faudra distinguer la négligence volontaire et la précarité subie par les parents. Parce que des parents, la précarité subie,
c'est dû au fait que les parents même n'ont même pas de moyens. Pas qu'ils ne veulent pas s'occuper de l'enfant, mais eux-mêmes, ils n'ont pas de moyens. Donc, Alors, un parent qui n'a pas les moyens, est-ce qu'il peut être considéré comme un parent qui démissionne de ses responsabilités? Non, un parent qui n'a pas de moyens, il essaie tout. Un parent, socialement, un parent... Est-ce que c'est la pénale le vise aussi? Comme je l'ai dit tantôt, c'est vous-même, du fait qu'un parent se soustrait lui unilatéralement de s'occuper de son enfant, qui fait de cela une infraction. Sinon, si le parent, il essaie par tous les moyens, bon, supposons qu'un parent ait un travail et au bout de quelques mois, il perd son travail, toute la famille qui comptait sur lui, il n'arrive plus à s'occuper d'eux. Déjà, les enfants ne vont plus partir à l'école, la scolarité est biaisée. Ensuite, la santé est difficile lorsque les uns et les autres ont des maladies. Est-ce que fort de cette loi, il y a des parents qui ont été, je dirais, condamnés, frappés par cette loi pénale? Est-ce qu'il y a des exemples? Bon, moi je dirais, je ne suis pas le plus compétent pour dire cela. C'est le ministère plutôt de la Justice et des droits de l'homme qui est compétent pour donner ces chiffres-là en matière de... Puisque c'est une infraction. Non, pas des chiffres, je veux dire sur le terrain. Est-ce qu'il y a des exemples? Oui, mais pour qu'il y ait des exemples, c'est sûr, il faudrait qu'il y ait une plainte. Suite à cette plainte-là, qu'une enquête soit ouverte. Suite à l'enquête préliminaire, on définit, on dit, mais oui... Et qui devait porter cette plainte? Cette plainte. Bon, cette plainte-là, elle est faite soit par une personne tierce ou encore par même l'enfant. S'il constate que ses parents ont les moyens, mais volontairement refusent de s'occuper de lui, il peut porter plainte pour dire, mes parents refusent de s'occuper de moi, tandis qu'ils ont les moyens. Donc, est-ce que culturellement c'est possible? Bon, docteur Comélien. Même. Oui. Chez nous, est-ce que c'est possible culturellement? Ici, il y a deux choses. Avant de répondre à la question, il y a deux choses que je voulais souligner. D'abord, si vous remarquez bien, le code de l'infraction concernant l'autorité parentale n'est pas connu. C'est vraiment pas à la portée de tout le monde. Vous attestez, c'est pas connu? Si oui, qu'est-ce que vous faites pour faire connaître? Exactement. On va revenir à vous. Votre réaction, le code n'est pas connu. Est-ce qu'il y a une étude qui prouve que les gens n'ont pas... Moi-même qui suis là, je ne sais pas que il y a une infraction si je ne m'occupe pas de mes enfants. Par devoir de responsabilité, je le fais. Mais je vais dire que si vous faites une enquête tout à l'heure, vous sortez, vous interrogez 10 personnes, l'aspect qu'ils vont mettre en évidence, ça sera l'aspect de la responsabilité, même pas de la loi, qui dit ma loi m'oblige à le faire. C'est ce qu'ils vont mettre en évidence. Ça, c'est un point que je voulais souligner. Maintenant, vous demandez si c'est culturellement acceptable qu'un enfant puisse porter plainte. On voit plus cela dans les pays européens, mais ici, c'est une responsabilité. C'est la nature de la relation entre le père et l'enfant, plus la communication en termes de compréhension, d'explication de la situation. Donc, le fait, vous-même, enfant, d'aller... D'abord, l'enfant même ne sait pas en griffe, hein. Il n'a pas connaissance de cette loi-là. Donc, peut-être qu'on va mener une étude pour tester, mais par observation, je sais qu'il y a beaucoup d'enfants qui ne savent pas qu'ils ont le droit d'aller porter plainte contre leurs parents si ils n'ont pas été en mesure d'être nourris. Parce qu'il y a des formes idéologiques d'explication qui vont te dire non, que tu vois telle situation, tu veux me mettre dans des situations de conflit avec toi, tu veux me mettre en prison, il va s'occuper de toi. Donc, il y a toutes ces barrières-là qui permettent de désactiver, sinon la condamnation, certainement la condamnation pénale. Donc, il y a cet aspect. Donc, ce n'est pas encore culturellement dans nos normes de le faire, de conduire nos parents à, je ne dirais pas à la bâton en griffe, mais derrière les barreaux, parce que socialement, nous-mêmes, on sera... Ce n'est pas accepté. Ce n'est pas accepté. Ah, vous avez fait 10 ans dans la rue. Est-ce qu'il vous arrive une fois de recevoir de la visite des spécialistes des droits de l'homme pour vous parler de vos droits en tant qu'enfant de la rue? Et plusieurs fois, ils étaient accompagnés de certaines ONG. Et c'est, en fait, leur devoir, c'est ça, c'est de chercher à comprendre le pourquoi et le comment, comme je l'avais dit tantôt. C'est important de savoir quelles sont les raisons. Donc, il y a eu plusieurs approches. Mais après, il y a le résultat que nous, on donne. Il y a le résultat qu'on donne. Vous parlez du suivi? Non, nous, les gens qui sommes dans la rue, on a un résultat qu'on donne qui n'est pas attendu, qui est ce résultat. Bon, par exemple, on a approché, par exemple, par une ONG de madame et les droits de l'homme qui viennent nous demander pourquoi ça se passe comme ça, qu'est-ce que vous attendez de l'État, voilà. Et on nous apporte un soutien et par derrière, on trahit la confiance parce qu'on n'est pas exemplaire. Je n'arrive pas à bien comprendre.
Je veux dire, Voilà. il y a eu plusieurs fois, et il faut qu'on le sache, des ONG ont approché ces jeunes-là. Il y a eu plusieurs fois, des ONG ont fait des dons, ont essayé de faire de la réinsertion. Mais les plus faibles d'esprit, qui aiment la facilité, n'ont pas donné le retour que les ONG attendaient. Il y a eu des trahisons, il y a eu des détournements, il y a eu des agressions même envers ces dirigeants d'ONG. Mais nous qui avons la bonne volonté, on est mal vus. C'est pour ça que le monsieur disait tout à l'heure, on les appelle, sur le plan juridique, des enfants en conflit avec la loi. Parce que de ta pitance quotidienne que tu recherches. D'accord, je reviens à vous. On va prendre Madame Assoumou, tu nous appelles d'Abangourou. Madame Assoumou, bonjour. Oui. Bonjour, vous appelez d'Abangourou, c'est l'est de la Côte d'Ivoire. Nous vous écoutons. Oui, je vais bien par la grâce de Dieu. Nous vous écoutons. Vraiment, je suis mère de 3 enfants. Oui. J'ai béni vraiment le nom de Dieu pour la vie du monsieur qui était en rue. En tout cas, j'ai béni le nom pour sa vie, pour que vraiment le Seigneur lui donne longue vie. Que le Seigneur vraiment le fortifie, que le Seigneur augmente encore ses moyens, afin qu'il puisse prendre soin de ses frères qui sont en rue. Et je prie que vraiment la Côte d'Ivoire, peut-être que le ministère aussi prenne soin de ses enfants, pour que vraiment ces enfants puissent vivre des vies normales. Que le Seigneur le bénisse. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Assoumou. Merci infiniment pour votre contribution. Voilà. Alors, allez-y, vous aviez la parole. Cet exemple est tellement quotidien. Et ça fait qu'aujourd'hui, toutes les associations de bonne volonté ont abandonné leur action. Majorité. Et nous autres, qui sommes aujourd'hui comme des papas, considérés comme le père, on arrive à leur dire changer de manière de faire. Et aujourd'hui, ça prend. Comme je vous l'ai dit, mon père, il était préfet et il avait quand même investi dans l'agriculture. On a quand même 200 hectares de café cacao que le vieux a fait et qui était en abandon à cause de la crise post-électorale. À l'ouest du pays, à Diokwe, et qui était abandonné par la famille. Et c'est parce que j'ai fait la rue que j'ai eu ce charisme-là d'aller revendiquer mes droits. J'ai fait un procès contre l'État de Côte d'Ivoire. La rue a son bon côté. Mais c'est très important de le dire. Si tu sais ce que tu veux avoir de la rue, de cette formation de la vie, de cette école de la vie, tu vas avoir un résultat. Et surtout si tu crois en Dieu. Parce que tous ceux qui sont au devant des choses aujourd'hui ont plus ou moins été confrontés à une situation de rue, une fois. Alors, vous êtes aujourd'hui marié, c'est bien cela? Bien marié. Marié, également. Père de combien d'enfants? 4 enfants. 4 enfants. Ma première fille a 21 ans, elle a eu sa licence. Okay. Elle est à Korogo, à l'université Korogo. Mon premier garçon, après elle, il a 14 ans. Il va passer le BBC l'année prochaine. Ma fille a 8 ans, mon dernier, il a 5 ans. Quel modèle de père Merci. souhaiteriez-vous être pour ces enfants? Ben, Dieu sur terre pour mon fils, surtout. Parce que ce que j'ai vécu, je ne vais pas accepter qu'il vive ça. Et donc, je suis en train de prier Dieu encore pour que tous ces jeunes-là que j'ai pu coacher aujourd'hui, qui sont prêts à me suivre et qui, grâce à qui j'ai pu influencer ceux qui avaient récupéré nos terres, et je les félicite pour ça. On va tous, avec le soutien de certaines personnes, les emmener vers ce sens-là, parce que c'est déjà de la matière, aider à ce que ça donne à cette agriculture-là. Et puis, on va aider encore plusieurs. J'aimerais revenir aux spécialistes des droits de l'homme. Les parents des missionnaires sont souvent condamnés. La loi a même une disposition pénale. Qu'en est-il? C'est une question peut-être pêle-mêle. Des enfants comme lui qui ont le confort et qui abandonnent la cellule familiale et qui se retrouvent dans la rue. Est-ce qu'il y a une loi pénale pour ces enfants aussi? D'accord. Je ne veux pas être condamné. Hein? Avant de répondre à votre question. Il y a prescription. Avant de répondre à votre question, sur le passage de monsieur, il a dit qu'il est rentré à la rue à 24 ans. 24 ans, il n'était plus enfant. Parce que selon les dispositions ivoiriennes, un enfant, c'est... Non, il a d'abord fréquenté la rue avant d'être confiné à 24 ans. 14 ans, 15 ans. 14 ans, c'est de 0 à 18 ans. Okay. Donc, cette tranche d'âge-là est facilement influençable que quelqu'un qui a des années, qui est majeur, plusieurs années après, 6 ans après, il se retrouve... Non, mais je pense qu'il faut faire la précision. Il est allé à la rue à partir de 14 ans. 14 ans, j'ai commencé. Voilà. Non, je me dis, c'était un job de vacances, il a dit.
Donc, un job de vacances, c'est côtoyer, c'est vraiment la société. Parce que toi-même, tu as des moyens, tu veux apprendre d'autres choses et tout. Il y a beaucoup de gens comme ça. En Côte d'Ivoire, beaucoup d'enfants, pas parce qu'ils n'ont pas de moyens, ils ont les moyens, la famille a les moyens, mais ils veulent faire d'eux-mêmes des petits métiers, cirage, des petits métiers de rue. Est-ce que vous pensez que ces enfants sont vulnérables comme il a été pour la rue? Bien intégrés. Voilà. S'ils sont bien intégrés, ils ne sont pas vulnérables parce que tu finis le matin de 10h à 16h ou de 10h à 18h. Voilà, ça, il n'y a pas de problème. Mais dans le cas où ces personnes-là sont influencées, c'est-à-dire un enfant qui vit une situation compliquée avec sa famille et il décide de sortir du cocon familial. Je pense que c'est là votre question. Est-ce que c'est punissable? Est-ce qu'on punit l'enfant pour avoir décidé... Puisqu'on punit les parents qui sont des missionnaires. Alors, en Côte d'Ivoire, un enfant qui quitte son foyer ne peut pas se retrouver dans la rue et être puni par la loi. Sinon, ce serait une double injustice. Okay. Parce que de la part de sa famille, déjà, il y a une injustice. C'est pour cela qu'il sort de la famille. Et si l'État, qui est censé garantir ses droits, le protéger, lui aussi le sanctionne, bon, là, on a une double injustice au fait, pour l'enfant. Donc, en Côte d'Ivoire, pour un enfant qui sort du cocon familial, il n'y a pas d'infraction qui lui est imputable. Merci infiniment à tous les trois. Nous sommes au thème de cette émission. Nous allons faire notre dernier tour de table. Madame Ribeiro, votre mot de fin? J'aimerais inviter tous ceux qui ont des problèmes tels que la drogue, tels que l'alcoolisme, même les enfants de la rue, tous ceux qui souffrent. J'aimerais les inviter à venir à Remar et à essayer le Seigneur Jésus, et le Seigneur fait des miracles et tu vas voir qu'une vie nouvelle va commencer pour toi. Si tu as un enfant aussi que tu fatigues à la maison, que se drogue, que vole, le contact est le 05 56 99 29 40. Merci. Appelle et on te donnera les renseignements. Il y a de l'espoir. Avec Dieu, il y a toujours de l'espoir. Merci, Madame Isaura Rebiro. Je rappelle que vous êtes missionnaire à l'ONG Remar, Centre chrétien de réhabilitation des marginaux. Et vous êtes en Côte d'Ivoire depuis 1996. Merci beaucoup. Docteur Yoboué. Oui, ce que je voulais souligner à travers surtout l'expérience Monsieur Couléon. de M. Couléon, je voudrais insister sur le fait de produire des modèles de réussite. Des modèles de réussite. Parce que les enfants sont en construction identitaire. Ils ont besoin d'un repère pour se positionner. Et souvent, ce qu'on observe dans la société actuellement, il y a un type de modèle qui est vulgarisé sur les réseaux sociaux, qui est vulgarisé à travers les médias, qui souvent encourage à la facilité, qui souvent mettent l'accent sur le gain rapide et donnent d'opportunités à avoir des voies d'accès de délinquance et autres choses. Alors que le fait de se retrouver dans la rue souvent n'est pas une situation voulue, mais peut être une situation forcée. Et voilà. Donc, à partir de ce moment-là, quand des personnes qui ont eu l'opportunité de traverser, d'avoir cette expérience et de pouvoir avoir une situation familiale, mettre l'accent sur la cellule familiale comme étant la seule qui est en capacité de garantir la protection, la sécurité, l'insertion surtout. Je pense que ces modèles-là, si ces modèles sont mis régulièrement en évidence, ça peut canaliser tout ce qui est énergie des enfants, parce qu'ils sont marqués aussi par la curiosité autour. Donc, c'est ce point-là que je voudrais souligner. Merci. Couléon, vous êtes un modèle pour ces jeunes. Merci. Votre mot de fin? Merci, vraiment merci à LMTV de m'avoir invité, parce que c'est une belle opportunité pour motiver les personnes qui étaient dans l'incapacité de croire en elles. Et donc, le mot de fin, c'est vraiment un appel à notre État de Côte d'Ivoire, nos ministères de tutelle, ministère de la Santé, ministère de la Femme, la Famille, l'Enfance, parce que c'est ces deux ministères-là qui sont vraiment habilités à orienter les choses, de faire beaucoup de sensibilisation, de communiquer beaucoup sur les droits
et situations de ces gens de vie. C'est vraiment important parce qu'il n'y a pas d'approche comme il se doit. Aujourd'hui, les ONG même sont en restriction. Elles ne peuvent pas travailler comme il se doit à cause du politique, système politique qui fait beaucoup de choses. Donc, mon mot de fin, c'est d'emmener tout Ivoirien à comprendre que ma vie pauvre ne doit pas avoir un impact sur l'enfant que je viens de créer. Parce que si je me permets d'avoir des rapports avec ma copine pour faire naître un enfant et puis le faire retrouver dans la rue, c'est que je n'ai pas le droit de faire ce qu'il faut. Je ne suis pas digne. Voilà. Merci beaucoup pour ce témoignage très édifiant pour notre jeunesse. Nous allons terminer avec Abou Lionel, je rappelle spécialiste en droit de l'enfant, de la femme au CNDH, le Conseil national des droits de l'homme. Pour terminer, j'aimerais déjà vous remercier, LMTV, et dire pour le Conseil national des droits de l'homme, l'institution nationale en charge de la promotion, de la protection et de la défense des droits de l'homme en Côte d'Ivoire, la sensibilisation fait partie de nos activités principales. Nous sensibilisons beaucoup, nous faisons beaucoup de campagnes de sensibilisation sur les droits de l'enfant. Nous menons même des enquêtes, des études et tout sur les droits de l'enfant pour vulgariser leurs droits, pour promouvoir également. Et dans ce sens-là, nous faisons une formation au sein du Conseil national des droits de l'homme, une formation sur les droits de l'enfant qui dure à peu près 2 mois et demi, 3 mois, qui est organisée 2 fois dans l'année. Donc, j'encourage toutes les personnes bienveillantes qui souhaitent se former, qui souhaitent apprendre. On a tous des enfants, soit on est tonton, soit on est tata, soit on est parents, père et mère, soit encore, même les enfants, les jeunes, il faudrait vous former, il faudrait vous sensibiliser sur la question en participant à ce programme de formation-là. Et pour revenir au sujet, j'aimerais dire que la famille est le premier rempart de la société. Et l'enfant ne tombe pas dans la rue tout seul. Il est poussé par l'indifférence, la violence ou la pauvreté. Donc la famille doit aimer et encadrer. La société, l'État, doit pouvoir protéger et réinsérer. C'est ensemble qu'on sauve un enfant et c'est ensemble qu'on arrête ce phénomène d'enfants en situation de rue. Je vous remercie. Merci à tous les 4 panélistes. J'aimerais encore une fois rappeler que nous avons bien invité le ministère de tutelle, le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant qui n'a pas répondu à notre invitation. Merci à chacun de vous. Merci de votre disponibilité et on se retrouve très bientôt pour d'autres plateaux. À mes téléspectateurs, merci. Je rappelle donc la thématique de ce samedi 19 juillet, les enfants en situation de rue, solutions et responsabilités de la société. Nous espérons avoir apporté de la lumière dans vos différentes familles. Merci et à très bientôt.